Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo moyanyu che. Alors, chers compatriotes, nous allons commencer par vous énoncer le titre de notre intervention d'aujourd'hui, notre émission d'aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi monte en force. Félix Tshisekedi fait peur. Félix Tshisekedi va frapper. Eh bien, si nous disons que Félix Tshisekedi fait peur, c'est parce qu'il y a du remous quand nous analysons la situation politique congolaise. D'abord, il y a quelque temps, il y a eu des problèmes, des frictions entre les bases du PPRD et les bases de l'UDPS. Nous avons vu comment les effigies ont été déchirées par les uns et les autres. Alors, après cela, nous avons vu des contradictions entre la façon de se comporter de certains gouverneurs, tels par exemple le gouverneur Mouyège, et puis ses propos n'ont pas du tout plu. En plus, il y a eu le président de l'UDPS d'intérim qui a proféré des menaces à la Kabylie. Il leur a dit que trop, c'est trop. Il y a toujours des bâtons dans les roues. On les empêche de faire ceci ou cela. C'est terminé. Donc, il va apprendre à certains à nager. Certains apprendront à nager pour fuir ce pays. Ils vont traverser le fleuve. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une crise. Il y a une crise. Et maintenant, dans le discours que vient de prononcer le président Félix Tshisekedi, il montre carrément son mécontentement vis-à-vis des gouverneurs qui ne respectent pas le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Et puis aux entités, au forum sur les entités territoriales décentralisées, le président de la République a bien montré sa colère envers ceux qui dirigent la territoriale. Donc voilà, la territoriale ne se comporte pas bien, ne se porte pas bien parce que les gouverneurs sont désobéissants au vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Ils nomment des bourgmestres comme ils veulent. Et puis il y a un certain libertinage parmi les députés qui exagèrent en province. Ils sont prêts à destituer leur gouverneur n'importe comment. Et voilà. Donc le président de la République en a ras-le-bol. Donc ce qui veut dire que c'est imminent. Il va frapper. Il y a eu également des gouverneurs et des ambassadeurs qui ont été limogés. Des ambassadeurs à New York, à l'ONU, et puis l'ambassadeur qui se trouvait au Japon, qui est impliqué dans des pots de vin, dans la corruption. On a vu tous les images sur la télé. Donc, au Japon.
Et il aurait également vendu le bâtiment de l'ambassade. Et voilà. Donc, nous allons vous montrer les titres des informations, les titres de l'actualité, avec Congo Synthèse. Ensuite, nous avons une vidéo qui illustre la montée en puissance, et puis de la part de Christian Bossinbé, le journaliste, juriste, qui nous éclaire très très bien là-dessus parce que il a des sources sûres. Donc sur le fait que le président Félix Tshisekedi va frapper. Évidemment, en ce moment, il y a du remous dans la Kabylie parce que il se prépare également, paraît-il, et c'est sûr, la dissolution du Parlement après le 24 janvier, parce que si le président de la République veut poser sa candidature pour un deuxième mandat, et le dernier en 2023, donc il devrait se préparer maintenant. Donc il doit dissoudre le Parlement. S'il ne dissout pas le Parlement, eh bien, ça n'ira pas du tout pour lui en 2023. À moins qu'il se dise que, bon, j'en ai marre, voilà, je fais juste mes 5 ans là et puis je m'en vais. Mais le peuple n'attend que lui. Si nous abandonne, nous sommes perdus, nous sommes repartis pour la dictature. La Kabylie ne peut pas revenir, Kabila ne peut pas revenir au pouvoir, ni même ses fidèles. Ah non, il n'en est pas question. Je fais partie du peuple, le peuple n'en veut pas. Notre TV, ça s'appelle bien TV du peuple, RD Congo. Nous défendrons tout ce qui a trait au peuple congolais. Quand on dit le peuple d'abord, alors la TV du peuple, c'est la TV de ce peuple-là. Donc, il n'est pas question que Joseph Kabila revienne au pouvoir parce qu'il est, il est sénateur à vie. Et puis, bon, le peuple congolais est clément, hein, parce qu'on sait très bien qu'il a commis des massacres, il est responsable des massacres dans ce pays. Tôt ou tard, la justice va le récupérer. Hein. Si la justice ne le récupère pas, personne ne sera protégé, ni même Félix ne sera pas protégé, Joseph Kabila, de la CPI. Si la CPI décide, si les Américains, la raison du plus fort est toujours la meilleure, vous savez. C'est ça qui se passe dans ce monde. C'est eux les plus forts. C'est eux qui placent les présidents. C'est eux qui l'avaient placé. L'ONU était d'accord, les États-Unis étaient d'accord, l'Union européenne était d'accord. Et ils lui ont dit, même selon Charles Onana, l'écrivain camerounais, non, le français d'origine camerounaise, Charles Onana, qui a découvert des secrets, qui a fouiné dedans à Bruxelles et en France, à Paris, qu'on avait dit à Kabila, tu restes président à condition que tu laisses le Rwanda faire des incursions à l'Est, comme ils veulent, et tu ne parles pas et tu n'empêches pas. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc l'Est était vendu. Comme les accords de l'Émirat, le peuple le savait, ils n'ont jamais accepté. Alors, ils ont changé de méthode. Donc, ils ont financé une multitude de milices financées par les multinationales. Ils ont utilisé Kagame. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a eu alternance avec un enfant du pays qui dit le peuple d'abord, un Congolais 100%. Donc bientôt, les ADF, les milices de Kagame
Donc c'est terminé, ils seront écrasés et il y aura la paix à l'Est. Donc les voyages du président Félix Tshisekedi ont payé et ils vont payer. On a beau l'appeler marionnette, mais il n'est pas si marionnette que ça. Hein. Il ne parle pas beaucoup. Beaucoup seront surpris. Hein. Quand il est revenu des États-Unis, il a juste prononcé 2 ou 3 mots. Je vais déboulonner la Kabylie. Vous avez vu comment ils ont tremblé? Comment ils ont menacé? Voilà, chers compatriotes, on va vous montrer l'actualité. Dans l'actualité, nous vous montrerons aussi ce que pensent les gilets jaunes français qui défendent l'Afrique et tout Congolais, tout Africain devrait le savoir. Et ça, nous le mettrons à la fin. On y va. Chers compatriotes, sans aller trop dans les détails, nous allons vous lire les titres de l'actualité en RDC, les titres de Congo Synthèse. La synthèse d'infos de RDC, comme le titre l'indique. Alors, gouvernorat de Kinshasa, le député Boéli pour Assoli condamné à 10 ans de prison. Voilà. Bukavu, 9 morts dans une. Donc, ce qui s'est dit continue toujours à faire peur. Et discorde au sein du pouvoir après le limogeage de plusieurs ambassadeurs. Oui, on dit plusieurs, mais bon, c'est 2 ambassadeurs accrédités à l'ONU qui ont été limogés par la ministre des Affaires étrangères, Madame Ntumba Nzeza, et l'ambassadeur de la au Japon aurait vendu un immeuble qui touchait des pots de vin, quand des formations tous regardé la tête lors d'une réunion avec des heures japonais. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore dans les titres? Une. Le député Félix Kabange lance le rassemblement de la génération Joseph Kabila. Bon, la liberté d'expression oblige, mais ça va nous avancer à quoi? Enfin, les élections urbaines et locales en 2020, promet Fachi. Voilà, il a promis lors du forum sur les entités territoriales décentralisées, il a promis qu'il y aurait des élections en 2020 parce qu'il a dansé les gouverneurs, il a montré qu'il n'était pas content du tout de la désobéissance des gouverneurs qui ont procédé à des nominations. Et demain, vendredi, devant le Congrès, Félix Tshisekedi s'adresse à la nation. Voilà pour les titres, chers compatriotes. Voilà.
compatriotes, veuillez écouter cet extrait du journaliste et avocat et juriste Christian Bossembe. Il nous fait comprendre ici que le président Félix Tshisekedi n'est plus ce qu'il était au commencement. Le président Félix Tshisekedi est devenu fort, il s'est renforcé. Évidemment, ce n'est pas à 100%, mais ça suffit, c'est suffisant pour faire peur. Maintenant, la Kabylie tremble, mais pas Kabila. Hein. Kabila, lui, il est assuré pour sa sécurité. Peut-être quelques-uns, 2, 3, 4 personnes, mais tout le reste, eh bien, il tremble, hein, et il va frapper. Voilà, écoutons. Aujourd'hui, quand vous discutez avec les sénateurs américains et bien d'autres, ils vont vous dire que c'était impossible. Bon, ça c'est une publicité, on va la couper. Hein. Que Étienne Tshisekedi devienne président de la République parce que Étienne Tshisekedi était l'un des radicaux les plus importants de notre pays. Il disait non, même quand il ne fallait pas dire non. Et au regard de toutes ces choses, c'était quand même assez compliqué. Et maintenant, regardez la problématique. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, les Américains veulent savoir exactement s'il y a eu deal. Les Américains voudraient le savoir aussi. Parce que Martin Fayol avait dit qu'il y avait deal, il avait dit. Bref, tout le monde avait dit qu'il y avait deal. Mais moi, je vous donne des faits. Moi, je ne raconte pas des histoires. Il a été invité à l'Amérique. Et pour que Donald Trump l'écoute, pour que Donald Trump les reçoive, pour que Donald Trump puisse discuter, et tout bien évidemment, avec lui, il fallait certains gages qui ne soient pas liés directement à Kabila. Pourquoi? Parce que la vérité est que M. Kabila avait frontalement nargué l'Amérique. Kabila avait nargué l'Amérique aux yeux et au su de tout le monde. En faisant quoi? En allant pactiser avec les deux ennemis radicaux de l'Amérique. Ça veut dire la Corée du Nord et la Russie. Ce sont ces deux pays, finalement, qui ont détruit Kabila au niveau de l'Occident. Monsieur le président Kabila a fait encore une fois un contrat avec les Chinois, défavorisant ainsi les Américains. Et le contrat avec la Chine est un contrat qui a coûté la peau à Mobutu d'abord, parce que vous savez, les États-Unis font la lecture des pays qui vont se développer d'ici là 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et la Chine était classée comme un potentiel concurrent. Pas à tous égards, mais un potentiel quand même concurrent. Et lorsque vous, qui êtes un pays considéré comme le cercle, sinon le dépôt du monde, vous avez l'uranium, vous avez la possibilité d'enrichir l'uranium des gens, vous avez le coltan, vous avez le cobalt, vous avez tout ce que vous avez, vous êtes une force du 21e siècle, et même du 22e siècle, avec le lithium et d'autres richesses, vous ne pouvez pas favoriser un concurrent, et pire encore, des ennemis des États-Unis. Laurent Désiré Kabila avait fait le mauvais choix lui aussi, de regarder l'Orient. Et puis finalement, Joseph Kabila va continuer sur ces traces-là. Et donc, du coup, il y avait vraiment une rupture totale entre l'Amérique et M. Kabila. Totale. Entre l'Amérique et M. Kabila. La vérité, c'est que lorsque Joseph Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, et que les Américains entendent aussi qu'il y a une sorte de deal, ils voulaient savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Devrions-nous continuer à l'accompagner lui? Parce que lui, on ne peut pas l'accompagner s'il est avec Kabila. On ne peut pas. Et le monsieur Amer a joué un rôle déterminant, c'est-à-dire l'ambassadeur américain au Congo, il a joué un rôle déterminant, c'est lui de rassurer l'Amérique qu'effectivement le gars n'est pas avec lui. Mais les conditions sont qu'il trouve un pays presque pris en otage par un système, les finances avec Kabila, les régies financières avec Kabila, parce que 18 ans ont suffi pour finalement s'enraciner et de faire de la gestion de la République une autre histoire. Et lorsque le voyage a été effectué en Amérique, il y a eu des émissaires de Donald Trump, peut-être qu'on n'a pas suffisamment parlé de cela. Il y a eu des gens qui ont rencontré le président, des gens de confiance de Donald Trump,
pour être rassurés. Et ces gens, il paraîtrait qu'ils ont été clairs et ils sont pas allés par 2 ou 3 chemins. Est-ce que vous êtes avec lui, oui ou non? Et c'est là que finalement Félix Tshisekedi va faire comprendre à tout le monde qu'il n'était pas les pontins de M. Kabila. Ce n'est pas nous le problème. Vous savez, nous au Congo ou en Afrique, le journalisme n'est pas pris au sérieux par les pouvoirs publics. Mais ce n'est pas comme ça à l'Occident. Non, à l'Occident, les journalistes que vous voyez, des grands médias, mais c'est des gens qui sont dans les services pour la plupart des cas. Pas toujours, hein, mais la plupart sont dans les services. Regardez Colette Brackman et les autres. Ils sont généralement utilisés et parfois les questions qu'ils posent ne sont pas des questions de journalistes, c'est des questions de la communauté, c'est des questions de lobbying, c'est des questions de groupe, c'est des questions de regroupement, c'est des questions de club. Ils ont des questions comme ça, ils posent pour savoir l'intention du président. Voyez-vous? Et donc, la première méthode était celle-là. Mais vous allez lire la politique, vous allez comprendre que Félix Tshisekedi a fait 3 gestes qui ont fait comprendre au monde qu'il n'était plus ce qu'il était avant. Quand il commence, il a un peu le son opposant. Non, d'abord, il commence, il dit, oh, le partenaire, ainsi de suite. La pression populaire l'a fait recadrer. Ah ben non, mais non, ce n'est plus un ami, c'est plutôt un partenaire. Et il parle moins de la coalition. Et puis, à un moment, il commence à attaquer la coalition. Je vais déboulonner, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous avez entendu tout ça. Et puis, à un moment donné, il change tout maintenant. C'est maintenant quelqu'un qui rassure, qui rassure. C'est maintenant quelqu'un qui fait comprendre aux gens qu'on est d'accord avec vous. On est d'accord avec vous. Mais le problème qui fait passer, c'est que Félix Tshisekedi et Kabila ont eu une discussion. La discussion, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, c'était autour de sa sécurité. Kabila demandait la sécurité à Félix Tshisekedi. Mes frères, vous pouvez me croire, je ne vous raconte pas des salades. Que la sécurité. Je veux bien, les conditions sont celles-là, je veux bien, mais voici les conditions. Moi, je veux ma sécurité. Parce que d'abord, c'est normal. Si tu ne veux pas me sécuriser, ok, d'accord. Bon, on proclame quelqu'un d'autre. Et bien, on va aller dans le feu et tout ça. Et si vous arrivez à prendre le pouvoir, pas de problème, le peuple remplace. On va rentrer. Nous, on va rentrer au Katanga. Ou bien nous allons à l'est du pays. Ou bien les guerres continuent. Et bien donc, Félix Tshisekedi, à un moment donné, il avait le choix. Je vais dans la force, et bien on brûle le pays. Je pactise, on sauvegarde ce qu'on peut sauvegarder, et puis après on retourne. Mais ce qui est vrai, c'est que Félix... Ah, c'est l'électricité. Tshisekedi a dit à Kabila que je ne peux pas protéger tout le monde. On ne peut pas protéger tout le monde. On protégera certains, mais pas tous. Et qui sera protégé? Mais ce sont ceux-là que la population va vouloir excuser. Si Kabila avait créé des miniers congolais, si Kabila avait créé des conditions, des circonstances pour que les Congolais produisent eux-mêmes ici, qu'on ait des usines d'extraction et de transformation chez nous-mêmes, créant de l'emploi, je serais d'accord avec lui. Là, tout le peuple allait dire, ok, il est avec nous. Mais non, mais quand on donne le marché aux Chinois et qu'on refuse aux Américains parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, même moi, je ne peux pas être d'accord, je ne peux pas suivre. Et donc, c'était ça le problème. Alors maintenant, vous allez voir encore un fait. Félix Tshisekedi rentre au Congo. C'est M. Amer qui dit des choses qui ne devraient pas être dites par un ambassadeur. Je répète. Quand il rentre au Congo, avant que le président se prononce, c'est l'ambassadeur américain qui parle à la communauté nationale et internationale un peu plus que ce qu'il pouvait dire. Il demande des sanctions. Donc l'Amérique bouscule pour que finalement Kabila paye pour ça. Mais maintenant ici, le problème est à quel niveau? Le président Félix Tshisekedi reçoit une invitation de la Russie. On connaît comment ça se passe entre la Russie et les États-Unis. S'il va en Russie, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu un voyage avant les États-Unis, entre l'acceptation de la Russie. Il est d'abord allé en Chine, aux États-Unis. Pour aller se renseigner de la chose. Et c'était là le signe de la sagesse. Il va aux États-Unis. On va dire, peut-être ça va pas plaire à plusieurs personnes, mais la vérité. Il va demander un peu comme pour dire la permission. Mais pour faire beau dans la diplomatie, il va annoncer ses intentions. Je vais aller en Russie. Est-ce que vous trouvez un inconvénient? Fait que Kabila ne faisait pas. Kabila pouvait aller en Russie quand il voulait, s'il voulait, comme il voulait.
ne sachant pas qu'il était en train de narguer la communauté, l'Amérique, en train de provoquer l'Amérique et tous les alliés de l'Amérique. Tous les alliés de l'Amérique. Finalement, tout le monde se disait, mais, oh, mais le gars veut nous faire comprendre quoi ici? Ici, la Russie est en train de vouloir enrichir son uranium. Mais quand il va là-bas, comment ça va se passer? Pourtant, la Russie appelle le Congo pour deux grands projets et que le président a pu prendre. Le projet sur les rails, le projet Biloko Mituka et tout, avion P. C'était des projets assez ambitieux. Mais comment faire? Est-ce que je vais en Russie directement? Comment l'Amérique interprète la chose? Et il va en Amérique, il discute en Amérique, après en Amérique, il va en Russie. Est-ce que vous avez entendu un seul Américain protester la visite du président Fachi en Russie? Pas du tout. Parce que la question qui allait être abordée là-bas était la question d'aborder sur des questions d'échange, mais pas l'uranium, parce qu'il faut faire très attention avec l'uranium. Depuis que le président Fachi est arrivé, il n'a pas encore pris l'appel de la Corée ou lui appeler la Corée. Rien n'a été fait jusque-là. Parce que ça peut être là le problème Nabango. Donc, au regard de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous faire comprendre que, par moment, avant de frapper, avant de taper, avant d'attaquer, vous devez vous rassurer que vous avez l'appui nécessaire. Vous devez vous rassurer que oui, effectivement, nous avons l'appui nécessaire. Même pour l'armée. Pour l'armée, il s'est passé de problèmes. Mais les gens ne veulent pas vous dire la vérité. Il s'est passé des problèmes. Lequel? L'armée congolaise est divisée en deux, ou même en trois. Le premier mot, c'est le tribalisme qui a élu domicile au niveau de l'armée. Ceux qui étaient avec Kabila croyaient que cette armée était une armée katangaise. Et qu'il fallait finalement que toute la garde républicaine soit katangaise, entre guillemets, hein, toute l'armée républicaine soit katangaise, les généraux, que ce soit des Katangais, ainsi de suite. Et du coup, il y avait des postes qui n'étaient pas accessibles à d'autres sensibilités régionales ou tribales. Ça crée des frustrations terribles. Les ex-phases, les Kassaïens, se sont vus éjectés. Quand je dis ça, il faut toujours prendre des exceptions. Hein. Il y a toujours des exceptions qui ne manquent pas. Les Kassaïens, les Équatoriens, n'en parlons pas. Les Kassaïens, les Équatoriens, tout, s'étaient mis un peu à l'écart. Mais Kabila était un fin politicien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne voulait pas que vous ayez raison sur tout le point. Il prend quelques Équatoriens, il les place au sommet. Il prend 2-3 Kassaïens, il les met là-bas. Finalement pour flouer. Mais les gros du jeu se retrouvaient dans les clans katangais. Et donc, il y avait des gens qui contestaient même la compétence de certains généraux là-bas. Mais ils ne pouvaient rien dire. Chers compatriotes, vous avez bien compris que Félix va frapper. Il devient fort et il commence à faire peur à certains. État de droit oblige. N'oublions pas que ce vendredi à 10h, le président de la République va s'adresser à la nation. C'est un discours de fin d'année sur l'état de la nation. Il va s'adresser au Sénat et au Parlement réunis en congrès. Bon, mais il y a un petit détail inhabituel. Le sénateur à vie, Joseph Kabila, ne siège jamais. Nous apprenons que il va siéger demain. Mais je ne sais pas s'il va faire ombrage au président de la République parce que vous connaissez les idolâtres de la Kabylie qui l'ont rendu dictateur à l'époque. Quand il va rentrer dans la salle, on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce qu'ils vont crier, ils vont se mettre debout, ils vont se mettre à applaudir? Je ne sais pas. Mais si ça se fait, vraiment, nous n'apprécierons pas parce qu'il y a un seul président de la République dans le pays. Eh bien, nous verrons. Maintenant, nous vous montrons ce qui est très important pour tout Africain de savoir, et surtout les Congolais. C'est en politique internationale. Donc, c'est des rapports nord-sud. Ce que les Occidentaux, et plus particulièrement les Français pensent des Africains. Alors, il y a un groupe
de gilets jaunes français qui sont anticonformistes. Ils défendent les Africains et ils font beaucoup de reproches à la politique du président Macron. Suivez, s'il vous plaît. Et puis, nous clôturons. L'immigration, parlons-en. Nous sommes ici à l'île Saint-Denis avec des gilets jaunes de plusieurs communes de 93. Le fameux 9-3, bien placé pour parler d'immigration. Emmanuel Macron a annoncé vouloir ouvrir un débat national sur l'immigration et sur l'introduction du quota pour l'entrée des étrangers. Il s'agit en plus d'une tentative d'escamoter le débat sur l'injustice sociale et de diviser, de faire croire aux Français que la France est généreuse, voire trop généreuse, avec les pays du Sud ou du tiers-monde, et qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme on l'entend répéter trop souvent. C'est faux. C'est tout l'inverse. Et si M. Macron veut qu'on parle de l'immigration, il faut que tout le monde sache ceci. La France ne possède ni mine d'or, ni uranium, ni pétrole, ni café ou cacao, ni coltan, ce minerai indispensable à la fabrication des avions ou des smartphones, par exemple. Et ce n'est pas le camembert français, si bon soit-il, qui peut lui servir de monnaie d'échange pour tout ce qu'elle ne possède pas. Alors la France a recours au pillage et à l'échange inégal. Après l'esclavage et la colonisation, la France continue à voler les ressources de nombreux continents, dont l'Afrique, en leur imposant des traités aberrants, des cultures intensives pour l'exportation, source de famine pour des millions de paysans et leurs familles, et en imposant des guerres. Il faut aussi parler des fameux biocarburants présentés comme écologiques. Les biocarburants ont ruiné l'agriculture de très nombreux pays du Sud. Ils nous sont vendus comme une source d'énergie alternative propre. Mais sait-on que pour produire ces agrocarburants, on brûle des millions d'hectares de cultures agricoles, une véritable tragédie pour les petits paysans et les éleveurs, notamment en Afrique. Et la production des agrocarburants nécessite beaucoup d'eau. Il en faut 4000 litres pour obtenir ne serait-ce qu'un litre de bioéthanol. Le réservoir d'une voiture de taille moyenne fonctionnant au bioéthanol contient 50 litres. Pour fabriquer 50 litres de bioéthanol, il faut détruire 358 kg de maïs. Avec 358 kg de maïs, un enfant zambien ou mexicain vit une année entière. Même chose avec l'huile de palme utilisée pour la fabrication de agrodiesel. Au Cameroun, c'est le groupe français Bolloré qui a fait main basse sur une grande partie du palmeraie. Il a signé un bail de 60 ans en 2000 sur 58 000 hectares de terre pour produire de l'huile de palme et détruit pour cela des forêts primaires qui sont un des principaux puits de carbone de la planète après l'Amazonie. L'écrivain suisse Jean Ziegler a écrit « Sur une planète où toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim, détourner des terres vivrières et brûler de la nourriture en guise de carburant constitue un crime contre l'humanité. » Quand les grands groupes français implantés en Afrique comme Bolloré ou Villegrain se vantent des bienfaits qu'ils apportent sur place en construisant infrastructures, ils ne disent pas comment ils expulsent les familles entières de leurs terres ancestrales, comment ils détruisent leurs potagers et leurs vergers, leur savoir-faire, transmis de génération en génération en matière de connaissance des sols et de sélection des graines. Le groupe Villegrain, qui possède la société sucrière du Cameroun, détient plus de 22 000 hectares de terre dans ce pays, après avoir signé un bail de 99 ans avec le gouvernement de Yaoundé pour les exploiter. En échange, Villegrain a versé aux communautés affectées une indemnité annuelle de 2 millions de francs CFA, soit l'équivalent, tenez-vous bien, de 5 € par famille et par an. Prenons le cas du Niger, une néocolonie française. Censé être le deuxième pays le plus pauvre de la planète, c'est pourtant le deuxième producteur d'uranium au monde. Pour nous fournir de l'électricité par le biais des centrales nucléaires,
Areva importe près de 40% de sa production d'uranium du Niger. Mais depuis plus de 50 ans, Areva ne reverse qu'une redevance ridicule de 5,5% sur les milliers de tonnes d'uranium naturel qui sont extraites du Niger. Ainsi, la population nigérienne ne bénéficie d'aucune retombée économique. Elle n'a droit qu'aux conséquences de l'exploitation de son propre uranium, c'est-à-dire les contaminations radioactives, notamment de l'eau, les énormes masses de déchets radioactifs stockés à l'air libre, sans compter la désertification qui ruine l'économie pastorale. Areva a déjà épuisé à 70% l'aquifère carbonifère des régions qu'elle exploite dans ce pays, à raison de 22 000 mètres cubes d'eau par jour, et cela depuis plus de 40 ans. Ajoutons que la ruine du Niger ne concerne malheureusement pas que l'uranium. Avec ses 20 millions de têtes de bétail, le pays pourrait en fait connaître une relative prospérité. Mais voilà, le Fonds monétaire international, le FMI, a imposé la fermeture des services vétérinaires locaux afin d'ouvrir le marché aux multinationales étrangères. Le FMI, un organisme dont la direction est toujours assurée par l'ex-ministre de Sarkozy, Christine Lagarde, restée en poste malgré ses ennuis avec la justice française, a également imposé au Niger la destruction de ses propres stocks de céréales au nom du sacro-saint principe du libre-échange. Conséquence, plus de stocks pour faire face aux aléas, et la famine attaque désormais ce pays africain tous les 2 ans. Qu'on ne s'étonne pas ensuite si les Touaregs se révoltent contre cette situation ou si des Nigériens essaient d'émigrer. Prenons un autre exemple, celui du Sénégal. Au Sénégal, les sociétés françaises comme la Fruitière de Marseille, dont les principaux actionnaires sont les grandes chaînes de supermarchés françaises, se font attribuer des dizaines de milliers d'hectares de terre pour des durées illimitées, avec une exemption d'impôt de 99 ans. Elles produisent des fruits et des légumes dont 98% sont exportés vers l'Europe. Traditionnellement, la terre rurale n'appartient à personne dans la plupart des pays africains. Il n'y a pas de cadastre rural. Les communautés paysannes possèdent un droit d'usufruit illimité des terres qu'elles occupent. Mais par d'obscures négociations qui se déroulent à Dakar entre l'État et les multinationales françaises et étrangères, les paysans se retrouvent dépossédés de leurs terres avec la complicité de fonctionnaires sénégalais grassement récompensés. Une des techniques utilisées par les oligopoles, le mot olive venant du grec et voulant dire tout petit nombre, pour ruiner un grand nombre de pays à leur profit, c'est aussi le dumping, c'est-à-dire une baisse artificielle et temporaire des prix qui permet d'éliminer les concurrents locaux et ensuite de fixer les prix alimentaires à la hausse. Tout ceci avec l'aide de fortes subventions de la part de l'Union européenne à nos industriels de l'agroalimentaire. Au Cameroun, par exemple, ils ont ruiné la production de poulets autochtones avec des importations massives de poulets étrangers bon marché. Et dès que les éleveurs de poules et producteurs d'œufs ont été ruinés, ils ont augmenté leurs prix. Non seulement les puissants accaparent la terre des millions de paysans et les condamnent ainsi à la famine ou à l'exode, mais en plus ils provoquent des famines en spéculant sur les matières premières de ce pays, comme le riz, le maïs ou l'huile. Ces groupes fixent le prix des aliments par le biais de leurs traders dans les bourses des matières premières agricoles. Ils décident ainsi chaque jour qui va mourir et qui va vivre, en invoquant les lois naturelles du marché, comme si c'était des lois de la nature. La planète croule sous les richesses. La production alimentaire n'est pas déficiente, mais des millions d'êtres humains sont acculés à la mort ou à l'émigration par la loi du profit maximum pour quelques-uns. Gandhi disait déjà « Le monde a assez pour satisfaire les besoins de tous, mais pas assez pour satisfaire la cupidité de tous ». Monsieur Macron pourrait-il introduire dans le débat public la possibilité d'interdire la spéculation sur les denrées alimentaires, ou bien est-ce, comme l'impôt sur la fortune, patouche? Il paraît que l'Afrique a une dette envers la France depuis son indépendance. Ceci en raison de tous les bienfaits accordés par la France pendant la colonisation.
14 pays africains sont obligés de déposer plus de 60% de leurs réserves sur un compte d'opération à la Banque de France à Paris. 10 milliards d'euros bloqués qui ne peuvent pas servir au développement de ces pays. Et l'Afrique est en plus maintenue dans l'esclavage monétaire avec le franc CFA qui lui est imposé et qui vaut 650 fois moins qu'un euro. Un beau tour de passe-passe, non? Le franc CFA est la seule monnaie héritée d'un système colonial encore en vigueur dans le monde. Les billets sont d'ailleurs imprimés dans 2 usines françaises. Et quand ils ne se laissent pas faire, quand les coups d'État que nous fomentons ne suffisent pas, nos gouvernements détruisent leur économie et introduisent le chaos, en leur faisant la guerre sous prétexte d'ingérence humanitaire ou d'armes de destruction massive, totalement inventées par nos dirigeants. C'est le cas de l'Irak, du bombardement de sa population civile et de l'embargo économique qui a entraîné la mort de 550 000 enfants irakiens de 1996 à 2000. À cause de l'interdiction d'importation de nourriture, de médicaments et d'autres biens vitaux, sous prétexte de punir Saddam Hussein. On pourrait citer bien d'autres exemples en Afghanistan, en Libye ou en Afrique, qui ont poussé à l'émigration, cette émigration sur laquelle on propose maintenant d'instaurer des quotas. Il y a un proverbe africain qui dit « Les murs les plus puissants s'écroulent par leurs fissures ». Alors, comme le propose Jean Ziegler, provoquons-en des fissures pour interdire la spéculation boursière sur les aliments de base, la fabrication de biocarburants à partir de plantes nourricières, pour protéger les paysans qui représentent la moitié de la population mondiale contre le vol des terres et pour préserver l'agriculture vivrière. La volonté des États n'existe pas. M. Macron n'ouvrira pas le débat sur ce sujet. C'est à nous de l'imposer par la mobilisation générale au nom de la justice et de la dignité humaine et de refuser que les migrants dont les pays nous nourrissent servent de bouc émissaire. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botika la malamu, benubika la mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzoro. Benubika la mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu baswibwe. Shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.